Diapason des cantons avec Geneviève Quilico. Bienvenue au Diapason des cantons, ici Geneviève Quilico. Aujourd'hui, je vais traiter du volet social et artistique parce que je reçois comme invitée Guylaine Clich, qui est une femme qui est fortement impliquée dans sa communauté. Guylaine Clich est auteure, mais avant tout une femme de cœur. Elle a publié en 2012 un livre qui traite d'itinérance qui s'appelle « Nulle part chez moi ». Puis elle a aussi réalisé un documentaire « La femme en toi » qui traite aussi de l'itinérance, en particulier chez les femmes. Elle a aussi rédigé un livre qui va sortir sous peu en librairie, Paroles de paix en terre autochtone, qu'elle a écrit avec le conseil traditionnel Mohawk de Kanawake. Et elle écrit présentement un autre livre. Bienvenue Guylaine, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait plaisir d'être avec toi. Guylaine, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire à ton sujet. Tu as fait beaucoup de choses, tu t'es impliquée beaucoup au niveau social. T'as pas une vie facile. Tu as été mère de 3 enfants à un bas âge, monoparentale. Tu as vécu quand même une situation de pauvreté. Puis je me demandais, est-ce que c'était ça ton passé qui a fait en sorte que maintenant tu as une compassion envers les femmes qui éprouvent des difficultés dans leur vie au niveau de la pauvreté, la marginalité, tout ça? Sûrement. Mais c'est pas une question que je me suis vraiment posée, tu sais, mais c'est sûr que d'avoir vécu la précarité, la monoparentalité, l'isolement, parce que veux pas, quand t'as 3 gars, puis que t'as 25... Bon, mettons, j'ai accouché de mon 3e fils à 27 ans. À 30 ans, j'étais monoparentale avec les 3 jusqu'à l'âge adulte. Les gens sont pas nécessairement portés à t'inviter quand ils font des soirées chez eux parce que t'as tes 3 enfants. Tu sais, ils veulent pas avoir les doigts gras dans les fenêtres, ils veulent pas... Puis je veux dire, 3 gars, c'est 3 gars, hein? Ouais. Fait qu'inévitablement, tu t'isoles un peu quand t'es monoparentale avec 3 enfants comme ça. Bref, sûrement que ça m'a rendue consciente, mais c'est sûr, j'ai toujours été sensible à mon prochain, là, mais pour moi, la cause des femmes itinérantes, ou en tout cas en précarité, ça m'apparaît évident. Puis c'est plus facile pour quelqu'un qui a plongé dans une situation de la comprendre que quelqu'un qui a un regard extérieur. J'ai écouté ton documentaire La femme en toi, puis j'ai été un extrait du documentaire sur ton site internet. Puis j'ai été aussi choquée de constater parce qu'au début du documentaire, on voit un homme qui est par terre, qui vomit, qui est dans une situation assez extrême. Puis la rue est bondée de gens, puis t'es la première à intervenir, t'es la première à faire quelque chose. Puis tu dis une phrase qui m'a marqué, qui m'a interpellée. Tu dis j'ai honte à mon humanité. Puis bon, ça fait pas si longtemps que ça que ce documentaire-là a été fait. Je me demandais, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que les choses s'améliorent à ce niveau-là ou ça se dégrade? Je pourrais pas dire si ça s'améliore ou ça se dégrade, mais je trouve que c'est un comportement généralisé. Je te donne un exemple. J'habite au centre-ville de Sherbrooke. Puis évidemment, je suis consciente de la réalité des femmes qui ont vécu l'itinérance ou qui sont itinérantes. J'ai une nouvelle voisine en ce moment qui sort de la rue présentement. Qui vit des problèmes, en tout cas de santé physique et mentale. Et puis, j'ai eu affaire à parler à mon propriétaire parce qu'il y a des bruits chez elle, dont la sonnette de la porte. Et puis, les gens sonnent chez nous pour entrer chez elle. Et quand j'ai appelé mon propriétaire pour expliquer la situation, il m'a dit « c'est pas ton problème ». Ben, c'est pas ton problème. Je comprends que c'est pas mon problème, c'est ma voisine. Sauf que ma voisine est en train d'émerger de sa situation d'itinérance. Ça, c'est pas le problème du propriétaire, je comprends. Sauf qu'on peut-tu socialement recréer un climat de solidarité, un climat familial, un climat convivial. Fait que je veux dire, j'en vois des situations comme ça tout au long de ma vie, là. Je veux dire, puis le jeune que j'ai vu sur le trottoir, qui convulsait la face dans son vomi, c'est pas des blagues, là. Je suis arrivée au centre-ville avec mes 3 fils. On marchait sur la rue. Le jeune était là, étendu sur le trottoir, puis c'était le printemps. Les terrasses étaient pleines de monde. Il y a plein de gens qui marchaient à côté de ce jeune-là. Il y en a qui ont mis des 25 cents dans son vomi, mais personne avait fait 911.
Puis moi, j'avais mes 3 gars. J'ai couru d'une cabine téléphonique parce qu'à l'époque, j'avais pas de téléphone cellulaire. J'ai fait 911. L'ambulancier me dit, madame, vous devez rester auprès de la personne. Je dis, je peux pas, là. J'ai mes 3 enfants, puis je prends l'autobus parce que je revenais chez nous. Mais pourquoi? Avec toute la quantité de monde qu'il y avait là, personne n'a réagi. C'est assez alarmant. C'est alarmant, puis ça dépeint une réalité humaine. Oui puis non, je veux dire, est-ce que les choses changent? Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent. On voit passer plein de choses. Il y a eu des débats sur les réseaux sociaux avec les Syriens puis tout ça. Combien passe à l'action dans des petites actions concrètes comme faire 911 quand tu vois quelqu'un en problème, là, je veux dire. Justement, sur ton site Facebook, tu as écrit un article parce que suite au fait que t'as publié des photos qui illustrent un peu la misère humaine, il y a des gens qui ont réagi face à ça. Puis ton article, ça portait le titre c'était « Je voudrais aider, mais je ne sais pas par où commencer ». Mm-hmm. Et puis, j'aimerais ça que tu nous dises brièvement qu'est-ce que tu as répondu à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour changer les choses, pour faire pas des grandes choses, mais des petits gestes au quotidien pour faire un monde meilleur? Dans le fond, cet article-là, je l'ai écrit parce que avant Noël, je suis allée faire une distribution dans la rue auprès de la population itinérante pour distribuer des choses que j'avais ramassées, données par la population. Puis pour rendre des comptes, puis vraiment montrer que je fais ce que je suis supposée faire avec les dons, on a publié des photos sur la page Facebook. Et quand j'ai vu la réaction des gens, les gens voulaient eux aussi aider, faire quelque chose. J'ai compris que ce qui est arrivé, les gens ont été comme impressionnés par, les gens, les itinérants que j'ai rencontrés, tu vois, ils ont un nom, ils ont une personnalité, c'est des individus, puis je les ai présentés, puis j'ai raconté brièvement leur histoire, puis c'est ça qui a touché les lecteurs de la page Facebook. Sauf que la réalité, c'est que c'est bien beau aller dans la rue, faire quelque chose auprès de la population itinérante, mais il faudrait commencer par regarder autour de soi. Il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent se vanter qu'il n'y a personne qui vit de problématiques, soit de toxicomanie, de dépendance de toutes sortes, ou de pauvreté, ou de violence, ou d'isolement. T'as pas besoin d'être riche pour faire une différence, de dire, OK, je me donne l'habitude de téléphoner une fois par semaine pour savoir comment la personne va. Puis si elle n'a pas le téléphone, d'aller cogner pour dire, hey, comment tu vas cette semaine? Juste de s'intéresser, de redonner une importance à l'individu. Mais c'est ça, l'idée, c'est de commencer autour de soi parce que toutes les personnes que je côtoie dans la rue quand je fais une distribution proviennent d'un réseau, proviennent d'une famille. Tu as fondé le clan Compassion. J'aimerais ça savoir c'est quoi ce clan Compassion-là. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un nom aux actions que je pose. Puis ces actions-là, ça inclut aussi rédiger des textes pour mobiliser, sensibiliser, informer les gens sur la situation de l'itinérance, de la précarité, de la pauvreté. Moi, ce que je préconise, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que l'individu se retrouve à la rue pour intervenir. Il y a moyen de prévenir. Puis aussi, l'idée, si la personne se retrouve à la rue, c'est beaucoup plus difficile de récupérer la situation que de l'attraper avant qu'elle tombe dans la rue. Exemple, je veux dire, une interruption d'électricité peut mener quelqu'un à la rue. Mais des fois, juste d'aller aider, si on est capable financièrement, en mettant la facture d'électricité à 0, on évite que cette personne-là se retrouve à la rue. Ça a des conséquences positives extrêmement importantes. Si vous voulez bien, on va aller écouter un extrait du documentaire La femme en toi. On va écouter le témoignage d'une femme, justement, qui a eu la vie pas facile. Puis, la femme s'appelle... C'est Catherine. Catherine a vécu dans la rue de 14 à 17 ans. Son témoignage va expliquer sa situation, mais aujourd'hui, c'est une étudiante universitaire, maman monoparentale avec ses enfants, puis elle mène une vie tout à fait adéquate, mais c'est un parcours impressionnant, le parcours de Catherine. On écoute ça. Aujourd'hui, je vous ai emmené ici au métro Joliette parce que c'était vraiment la première place que je suis venue, dans le fond, quand j'ai compris qu'il fallait que je quête pour pouvoir manger. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est parce que dans ma famille, ça allait pas bien. Il y avait pas à manger suffisamment, puis on vivait la violence. Fait qu'à un moment donné, il a fallu, par survie, dans le fond, que je subvienne à mes propres besoins, à ma manière. J'ai craint pour ma vie, là, juste là. Tu sais, derrière cette fenêtre-là,
Je me revois, la scène qui m'a marqué le plus, j'étais en boule en dessous de mon lit, puis mon père était avec le couteau, puis il me criait qu'il allait me tuer, là. Je veux dire, tu sais, c'est ici que ça a été assez intense pour que je dise, OK, moi, pour ma vie, pour survivre, il faut que je quitte les lieux, là. Je veux dire, la personne qui est supposée de me donner de la sécurité puis de l'amour veut me tuer. Wow! Donc, c'est ça, à 14 ans, on m'a replacée dans une famille et ça n'a pas fonctionné. Non, pour moi, ça a été même le coup de barre là, qui a fait, OK, je demande de l'aide, je la reçois pas, j'ai pas d'autre solution, je quitte, je prends mon sac à dos et je quitte parce que je veux survivre. C'est dur de faire confiance parce qu'on est tous en mode survie. J'avais trop peur de dormir tout seul. C'est arrivé là, des nuits là, à cogner des clous assis sur un banc de parc parce que j'avais la trouille, là, vraiment. T'as faim, t'as soif, t'es fatigué, t'as peur. C'est un autre monde. C'est un monde parallèle, là. Quand on m'a annoncé que j'étais enceinte, ce qui m'a surprise, c'est pas le test positif, c'est pas le « Madame, vous êtes enceinte », c'est qu'est-ce que j'ai ressenti ici. Ça a été une révélation pour moi. J'ai su à ce moment-là que j'étais une mère, pas que j'étais à ce moment-là une mère, que j'allais m'en sortir, que là, je me retroussais les manches jusqu'ici aux épaules, là, puis que je fonçais. Dans le fond, si chacun fait sa part, on peut réussir à faire de quoi, tu sais. Il va arriver quelque chose. C'est possible. Je me suis assumée, mais j'ai dit... Dans le fond, je me suis dit quelque chose en moi-même. C'est vraiment ça que j'ai fait. OK, j'ai pas choisi mon passé, là, mais je vais choisir mon avenir. Croyez en vous. Croyez en vous. Il y a toujours de l'espoir. Soyons fiers de ce qu'on accomplit. On décroche peut-être pas la lune, mais chaque pas compte, chaque pas est important. Puis, je répète, il faut être fier de soi parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui va l'être pour nous. Il faut se donner la permission d'être fier de soi. Somewhere over the rainbow skies are blue. Somewhere over the rainbow, dreams really do come true. Nous sommes de retour au Diapason des Cantons avec Guylaine Clich. Guylaine qui est auteure et qui vient de terminer un nouveau livre qui s'intitule Paroles et paix en terre autochtone. Guylaine a écrit ce livre-là avec le conseil traditionnel Mohawk de Kanawake. Guylaine, je me demandais, on sait qu'au Québec, il y a les missionnaires jésuites dans les années 1600 qui ont tenté d'imposer la religion catholique aux Amérindiens. Puis ça a changé tous les aspects de la vie des Amérindiens. Ils ont été déracinés de leur tradition. Puis toi, en écrivant ce livre-là, tu dis t'être reconnecté avec tes racines. Je me demandais si de leur côté, eux, ils se sont reconnectés à leurs racines, si on fait comme une paix avec cette tranche d'histoire qui a été très éprouvante pour eux. Non. La paix est pas rétablie dans cet aspect-là. Ouais. Non. Parce que les dommages qui ont été créés sont d'ampleur génocidaire. Alors, c'est très difficile de redonner vie à une culture qui a été éradiquée, là. Puis la réalité, c'est que c'est allé à un point extrême, là. Je veux dire, il y avait même plus le droit de jouer de leur propre tambour, qui pour eux, c'était leur cérémonie, c'était leur connexion spirituelle. Puis ça a duré pratiquement toute une génération. On leur a redonné le droit de jouer du tambour pour des événements culturels, divertissement, là. Puis ça, le fait qu'on a été pratiquement toute une génération sans pouvoir jouer du tambour, les chants sacrés ont été perdus, les danses sacrées ont été perdues. Donc, il y a eu vraiment... quand on parle de génocide, c'est pas une exagération. La blessure est grande, les conséquences sont encore très présentes.
Pendant un an, une année entière, t'as côtoyé les gens du conseil traditionnel Mohawk de Kanawake, puis t'as enregistré leurs enseignements pour les retransmettre par écrit. C'était un peu ça le but du livre. Il y a eu 15 personnes qui se sont exprimées, qui proviennent de 9 souches différentes. Est-ce que tu dirais que c'est un des travaux les plus ardus que tu as eu à faire, de synthétiser pendant une année entière le témoignage et les enseignements de 15 personnes? C'est quand même tout un travail. Si on calcule le temps investi, l'énergie investie, c'est le plus ardu, mais le plus passionnant de tout ce que j'ai vécu de toute ma vie, là. Je veux dire, ça a été... j'ai été complètement émerveillée. Je veux dire, c'était un dévouement total à ce travail-là pendant un an. Il y a eu une période où est-ce que j'avais des dates de dépôt à respecter, puis j'ai écrit... à la fin de la rédaction de la version en français, là, j'ai écrit 16 heures. Puis même, il y a eu des journées de 18 heures par jour. J'avais pas le choix pour arriver à terme. Parce qu'il faut savoir que tout ce que j'écrivais en français, je le ramenais en anglais. J'allais m'asseoir avec les Mohawks qui, eux, parlent juste anglais. Eux lisaient, approuvaient, désapprouvaient. Après ça, j'ai envoyé ça à l'éditeur. Une fois que l'éditeur a passé dedans, il fallait que je retourne m'asseoir avec les Mohawks pour dire voici ce que l'éditeur recommande ou suggère ou voudrait. Fait que moi, j'ai vraiment été le pont entre je pourrais dire les nations autochtones et les Blancs. Mais l'éditeur représente vraiment l'univers des Blancs avec une structure, une rigidité, des dates et tout ça. Tandis que dans l'univers des Autochtones, je veux dire, c'est quand on travaillait ensemble, on disait on travaille mercredi. Moi, j'arrivais là à 10 heures le matin. Puis des fois, Stuart, avec qui je travaillais, il arrivait à 7 heures le soir. Puis c'est là qu'on commençait. Là. C'est de même, ça marche. Là. Ouais. Ça fait que ça demandait quand même que j'ouvre mon esprit puis que je sorte de mes cadres. Mais ça, j'ai pas eu trop de misère, là. C'est dans ma personnalité, là, mais quand même. Selon les Mohawks, la création est issue de la femme ciel. Il y a l'importance, justement, de l'enseignement de la Lune. C'est une priorité pour eux. C'est quoi, en gros, l'enseignement de la Lune, grosso modo? Ben, en fait, la lignée... les Mohawks vivent dans une société matrilinéaire. Donc, c'est pas la domination par la femme, c'est pas une société matriarcale, c'est matrilinéaire. Donc, les femmes représentent le pouvoir, mais en équilibre avec celui des hommes. La création est issue d'une entité féminine, la femme ciel, puis dans la lignée, c'est la femme ciel, grand-mère lune, notre mère terre, puis là viennent les humains. Alors, l'enseignement de la lune, il est primordial parce que la lune, c'est le cœur battant de la terre. On sait que la lune joue sur les marées, joue sur les eaux qui se trouvent sur la terre. L'eau, c'est le sang de la terre. Donc, la lune étant le cœur battant de la terre, ce qui fait que chaque cycle lunaire, c'est une pulsation cardiaque, finalement, ou en tout cas chaque marée, là, mais ça, moi, je préfère quand il est question d'enseignement traditionnel que eux parlent d'eux-mêmes, là. Bref, la Lune est très importante. Et là, ce qui est dénoncé aussi dans le livre, c'est qu'on commence à exploiter des ressources naturelles sur la Lune, et puis ça va avoir des conséquences majeures sur la vie sur Terre. Il faut pas toucher à la Lune. Donc, on a l'aspect traditionnel de dire la Lune, c'est notre grand-mère, c'est le cœur battant de la Terre, mais il y a aussi l'aspect que on achève d'épuiser les ressources sur Terre en ce moment, puis là, on est rendu qu'on va aller exploiter la Lune. La vie sur Terre est menacée si on va de l'avant comme ça. Pour eux, c'est urgent de rétablir les pouvoirs entre le féminin et le masculin. Oui. Le féminin étant sous-représenté présentement. Est-ce qu'ils proposent des solutions pour remédier à cette situation-là? Ben, en fait, c'est de rétablir le pouvoir des femmes pour rétablir un équilibre entre le masculin et le féminin. Mm-hmm. Parce que là, il y a un déséquilibre. Oui. Propose des solutions. Oui, ben dans le fond, ils veulent que les femmes... ce qu'ils proposent, c'est que les femmes recommencent à se rassembler, à faire des cercles de femmes. Le livre en lui-même est une approche pour rétablir la paix, parce que là, présentement, si on rétablit pas la paix entre les Autochtones et les peuples colonisateurs, tout le monde va y passer, incluant les Autochtones. Donc là, on est rendu à un point où est-ce que c'est la raison pour laquelle on a été capable de s'asseoir et travailler ensemble, parce qu'il y a une urgence planétaire présentement. Mais toi, justement, tu as eu l'opportunité et la chance d'être dans ce cercle de parole-là et de recevoir ces enseignements-là. Est-ce qu'il y a un moyen pour que ça puisse se perpétuer puis que ça puisse aller à plus grande échelle, que des gens puissent participer à des cercles de parole, à des enseignements?
Ben c'est sûr que là, avec la venue du livre, puis le livre, je veux dire, il sort en français, en anglais, il sort partout dans le monde, il sort en e-book aussi. On va rejoindre beaucoup de gens. On travaille même déjà sur une version qui va sortir en espagnol éventuellement. Donc, il y a vraiment comme une diffusion qui a lieu en ce moment. L'idée, surtout qu'on travaille en processus de conseil. Quand on est en conseil, il n'y a pas personne qui domine ou qui est plus important ou qui devient gourou ou qui devient le dominant. Donc, l'idée, c'est qu'on est en processus de conseil, on s'assoit, puis on discute, et la parole de chacun vaut. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un nous rassemble. Dans le fond, c'est qu'on a chacun à former des groupes, à former des cercles. Dès qu'on est 4 personnes, on forme un cercle. Puis à travailler toujours en accord avec le respect de la vie sur Terre. On arrête d'exploiter les ressources en pensant juste à l'aspect financier, là. Il y a une commission d'enquête présentement pour les femmes autochtones, la disparition des femmes autochtones. Je me demandais si tu en avais parlé avec le conseil traditionnel Mohawk, puis qu'est-ce qui était ressorti de ça, cette situation-là? Leur vision des choses, c'est que tout ce qui passe dans un processus administratif et bureaucratique et gouvernemental est toujours assujetti à une certaine corruption, secret. Est-ce que vraiment ça va être la vraie vérité qui va sortir? On en doute. On va aller en musique, on va écouter une musique amérindienne. On revient après la pause. Miigwech Kijemando, Gina Gego, Emijiang. Miigwech Kagish Kakmekwe, Emijiang, the mind is a win. Emijiang, Mijem, Miigwech Kagish Kakmekwe.
Nous sommes de retour au Diapason des cantons avec Guylaine Clich, auteure du livre Paroles de paix en terre autochtone, qui va sortir très bientôt. Guylaine, quand il va sortir exactement? Il sort à la fin du mois de mai, Oui. officiellement. Il devait sortir à la fin du mois de janvier, et puis l'éditeur a décidé qu'on sortait la version en anglais et en français en même temps. Donc, ça a décalé un peu là, la venue du livre. Donc, à la fin mai, le livre va paraître. Puis vous allez faire une tournée? L'idée, c'est qu'on veut faire un cercle par pleine lune. Il y a 13 pleines lunes dans une année. Alors, on veut couvrir 13 cérémonies de la pleine lune, mais on va aller faire vivre l'expérience à des gens un peu partout, là. Donc, oui, on va partir en tournée après de lancement. Ben, bonne chance, Guylaine. Puis, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. Vous pouvez suivre le travail de Guylaine sur son site internet au www.guylaineclich.com. Je vous laisse, chers auditeurs, sur le proverbe de la semaine, proverbe amérindien d'un chef Seattle qui va comme suit. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de cette toile. Quoi qu'il fasse à la toile, il le fait à lui-même. J'invite tous les auditeurs qui voudraient nous soumettre leurs citations personnelles, parce que c'est pas juste des gens connus qui écrivent des citations, mais ça peut être aussi madame et monsieur tout le monde. Donc, vous pouvez nous soumettre vos citations au www.rvm@abacom.com. C'était au Diapason des cantons, au micro Geneviève Kilico, à la technique Mario Santerre. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.